La nouvelle version de l'impôt sur la fortune immobilière prévoit donc de taxer les fonds en euros des contrats d'assurance vie qui, on le sait, séduisent largement les épargnants français. Bonjour Marc. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion, ça va? Très bien. Je vous entends mal, hein. Est-ce que le son... Ah, est-ce Ça que y vous est, m'entendez bien là là? c'est bien, là c'est bien. C'est une mauvaise nouvelle, Marc, pour les épargnants qui préfèrent, on le sait, c'est comme ça, hein, on est en France, les placements qui sont plus sécurisés. Et donc avec cet impôt sur la fortune improductive, la poche en euros du contrat d'assurance vie dont le capital est garanti, pour le coup, est concernée. Oui, tout à fait. C'était une volonté des députés de dire que c'était pas de l'épargne longue investie dans les fonds propres des entreprises et donc quelque part que ça pouvait être qualifié d'improductif. Alors évidemment, ces fonds en euros de l'assurance vie financent en partie la dette publique française, donc bon, qualifier ça d'improductif, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ça voudrait dire que les dépenses publiques françaises seraient improductives. Donc, on peut contester ce choix, mais il faut bien souligner il ne s'agit que de la première lecture à l'Assemblée nationale et que ce texte va partir dans la navette parlementaire. Il y aura sans doute un compromis à faire avec les sénateurs et donc que cette disposition pourrait, compte tenu de l'émoi qu'elle a suscité, être retirée par la suite. Donc si ça se trouve, à la fin des fins, l'impôt sur la fortune improductive existera toujours ou pas. En tout cas, il sera différent dans l'assiette Il taxable sera, et potentiellement les... on peut pas le dire avec certitude, évidemment, mais compte tenu de l'émoi que ça a suscité et du débat que ça suscite, il y aura peut-être une évolution sur ce point. Je crois qu'il faut pas trop le surinterpréter parce que, en fait, si vous demandez à des connaisseurs, vous pouvez très bien finalement arbitrer, mettre vos fonds en unité de compte et dans cette poche d'unité de compte, avoir une partie qui revient à être finalement des fonds en euros et donc il faut pas surinterpréter la menace que ça peut représenter pour la dette française, ni pour ni la capacité des épargnants à s'adapter aux nouvelles règles et donc à essayer d'optimiser pour échapper à la nouvelle taxation. Et puis je rappelle que évidemment, ça ne concerne que les personnes dont le patrimoine total, y compris le patrimoine immobilier avec une exonération jusqu'à 1 million d'euros sur la résidence principale ou une résidence secondaire au choix, c'est ce qu'on appelle la résidence unique. On choisit une résidence sur laquelle on a 1 million d'exonération et donc c'est ces gens-là qui auraient par ailleurs un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros et donc c'est une taxation de Hmm. 1% sur cette part du patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Ouais. Et donc, juste avant de rentrer dans la technique, quand les assureurs mettent en garde contre cette mesure qui pourrait nuire à l'économie française, on se dit, voilà, à juste titre ou pas alors? C'est ce que je disais, c'est que évidemment, c'est le rôle des assureurs de vous dire le produit qu'on vend le plus, évidemment, c'est important de le préserver, il faut pas de taxation, c'est toujours désagréable d'avoir de la taxation. Moi, je constate que les politiques disent en permanence il faut inciter les Français à investir dans l'économie, à investir en fonds propres, à investir dans des produits pour risquer. Et pour le coup, là, c'est un peu l'incitation qu'on leur fait. Alors, il faut regarder de très près les effets de bord, mais comme je vous disais, moi, j'ai parlé à des sources proches des autorités qui connaissent très bien le sujet là-dessus. De toute façon, il y aura de l'optimisation. On peut faire des fonds en euros, des poches de fonds en euros dans les unités de compte. On peut détenir de la dette française en dehors de l'assurance vie. Enfin, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de continuer pour les Français à détenir de la dette française. Donc, je crois qu'il ne faut pas Hmm. surinterpréter le risque. Il Donc, faut il n'y a pas de risque que l'expertise. la dette française soit moins détenue par des investisseurs domestiques Je ou veux pas être risquée ou... catégorique. Je veux Ouais. pas être catégorique, mais il faut voir, il faut regarder précisément l'impact et il faut se méfier de tous ceux qui hurlent avant d'avoir mal et qui disent toujours que, évidemment, quand on enlève un avantage fiscal, il y a toujours ceux qui en bénéficient et les produits dont on a l'habitude et évidemment, on se dit, ah zut,
comment on va faire sans ces produits. Mais comme je vous dis, on pourra tout à fait adapter l'épargne des gens. Et puis, sur le fond, la question se pose de savoir vers quoi on veut orienter l'épargne des Français. On a un problème de financement de nos entreprises en fonds propres. Et donc, l'épargne, elle n'est pas extensible à l'infini. Donc, si on finance un type de produit très bon père de famille, sans risque, sur la dette publique française, bah, c'est tout ça en moins qui ne va pas aller financer les entreprises françaises. Donc, il faut savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on met nos avantages fiscaux. Je crois que ce débat, il a lieu d'être, c'est intéressant. Il faudra l'expertiser au cours de la navette parlementaire, vérifier qu'il n'y a pas de risque, mais a priori, le risque est quand même relativement limité. Après, Mm. la question, c'est est-ce qu'on veut assumer auprès des électeurs qu'on s'en prenne à un de leurs produits d'épargne préférés? Ça Exactement. peut être difficile à expliquer, mais je crois que si on relativise avec les éléments que je vous ai donnés, on Mm. peut se dire que ce n'est pas non plus une Ouais. catastrophe sous réserve d'une expertise plus poussée, parce que vous savez qu'on les députés votent la loi un peu en continu comme ça, avec leurs idées, etc. Parfois, c'est pas très bien expertisé, il n'y a pas d'étude d'impact, donc il faut vérifier ce point-là. Il faut peut-être voilà, que Bercy veut étudier la chose, que les assureurs fassent valoir leurs arguments, et on verra au final. Mais a priori, on peut toujours s'en sortir en utilisant des unités de compte et Mm. garder des poches qui ressemblent à des placements dans le fonds euro dans le cadre de ces unités de compte parce que tout ça est extrêmement compliqué et permet un peu de faire un peu ce qu'on veut. Au moins, ça a le mérite de la cohérence, je trouve, le fait de sortir les unités de compte de l'assiette taxable à l'impôt sur la fortune improductive, parce que ça incite à prendre plus de risques et donc placer dans les entreprises à long terme. Et c'est ce que beaucoup d'experts et d'économistes soutiennent, défendent, pour le bien de Oui, l'économie française. oui, 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 tout à fait. Après, est-ce que, évidemment, c'est un placement qui a une forte exonération, l'assurance vie, donc est un placement très prisé par les Français. Est-ce que cette exonération est totalement justifiée compte tenu des autres réformes de la fiscalité qui sont intervenues depuis 2017? Il y a certains disent que l'exonération est peut-être un peu trop forte. Donc, c'est un débat qui aura lieu dans les prochaines années, forcément, parce Mm. que on cherche de l'argent partout pour arriver à stabiliser la dette publique d'ici Ouais. 2029. On cherche de l'argent partout, Marc, mais il ne faut pas non plus en attendre monts et merveilles, ne pas en attendre des dizaines de milliards d'euros de cet impôt sur la fortune immobilière, New Look ou impôt sur la fortune improductive. En termes de recettes fiscales, le Parti socialiste nous parle de 4 milliards d'euros. En réalité, c'est beaucoup moins, hein, manifestement, selon le gouvernement. Première évaluation de Bercy, parce que vous savez que le barème est nouveau, compliqué, ça inclut des biens de luxe qui n'étaient pas avant dans l'IFI, mais en même temps, ça a créé une exonération sur la résidence principale jusqu'à 1 million d'euros, comme je vous le disais, qui n'existait pas avant, et en même temps, le barème commence à 1%, alors qu'avant, il commençait à 0,7%, mais ce n'est pas un barème progressif, il finit à 1%, alors que le l'IFI finissait à 1,5%. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des paramètres extrêmement complexes qu'il faut faire mouliner pour savoir ce que va rapporter ce nouvel impôt potentiellement. Vous savez que Bercy fait des estimations à comportement inchangé en supposant que le contribuable ne change pas d'attitude face à un nouvel impôt. Donc c'est assez conventionnel, c'est toujours comme ça qu'ils font. Et si on prend cette hypothèse-là, qui est une hypothèse un peu forte, avec les premières évaluations sorties de Bercy, ça rapporterait ce nouvel impôt sur la fortune improductive 500 millions seulement de plus par rapport à l'impôt existant uniquement centré sur la L'IFI. fortune immobilière. Tout ça On pour peut se ça. dire tout ça pour 500 millions d'euros. Après, cette évaluation va être affinée au cours du temps pour être avec le temps, ça pourra être plus précis. Il va falloir regarder quels sont les effets de comportement des épargnants. Mais effectivement, ce n'est pas la poule aux œufs d'or du tout. C'est loin de là. Quand on Et regarde donc, juste, avant de se quitter, Marc, toutes les hausses d'impôts sur les plus aisés, sur les riches, sur les entreprises, qui ont été votées jusqu'à présent, on sait bien encore une fois que les choses partiront après au Sénat, il y aura la commission mixte paritaire, mais l'addition se monte à combien pour les plus riches et les entreprises? J'ai entendu, je crois que c'est Amélie de Montchalin qui parlait de 5 milliards d'euros pour les plus aisés. alors, pour les plus riches sans les entreprises, oui, c'est quelque chose comme 5,5 milliards d'euros, ce qui permet à la ministre de dire, sous François Hollande, il y avait l'ISF, qui n'existe plus depuis 2017. Et là, on va faire payer les plus riches à hauteur de 5,5 milliards. Donc, ils paieront plus qu'à l'époque de François Hollande.
On a fait faire un effort aux plus riches dans le cadre de ce budget. C'est un budget, en gros, c'est le discours du gouvernement, c'est un budget juste qui fait faire sa part d'effort aux plus aisés. Voilà, ça c'est ce que dit Amélie de Montchalin. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc et bonne journée. Merci David.